Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Un escalier qui s'écroule alors que des enfants descendaient les marches. La famille Mungle de Plaine Verte a vécu l'horreur ce soir. Leur maison risque de s'effondrer selon les pompiers. On fait le point au début de ce journal. Les rêves d'Akshana Bim, 19 ans, ne se concrétiseront pas. La jeune femme a été la proie des flammes hier en mettant le feu à des vieux vêtements. Son frère dément les rumeurs qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours. L'étau se resserre autour des anciens responsables de l'équipe Atsu Landing Steps dans l'affaire de corruption alléguée. L'un d'eux a été incriminé par un policier interrogé hier dans cette affaire. Pendant ce temps, Ali Lazer martèle que la corruption reste le plus grand obstacle dans le combat contre le trafic de drogue. Le travailleur social prévoit un rassemblement le 31 octobre prochain au jardin de la compagnie. Les passagers en quarantaine ne seront plus autorisés à assister aux funérailles de leurs proches, indique le docteur Zubair Joumaï face à la presse aujourd'hui. Maurice compte 425 cas importés de la COVID-19. Dans notre page américaine, nous allons parler des sondages et ce qu'ils valent. Les sondeurs ont bien été forcés à faire leur introspection ces 4 dernières années après avoir prédit la victoire d'Hillary Clinton en 2016. Aujourd'hui, tous les sondages donnent Biden gagnant. Peut-on vraiment se fier aux sondages? Décryptage avec Jean-Luc Émile tout à l'heure. Ils ont eu la peur de leur vie en descendant les escaliers. Les marches s'effondraient sous leurs pieds. C'est ce qu'ont vécu 2 enfants de la famille Mungle à Plaine Verte en ce début de soirée. C'était la panique dans la maison. Les membres de famille ont cru que la maison allait s'effondrer sur eux. Une sexagénaire a été blessée et conduite à l'hôpital. Cette maison date de plus d'une trentaine d'années. Les marches avaient craqué mais ne donnaient aucun signe qu'elle allait céder. Les pompiers pensent qu'il y a des risques que cette maison à étage cède désormais. La famille Mungle devra évacuer les lieux car cet endroit sera décrété Restricted Area. Un véritable drame pour cette famille qui devra trouver un autre endroit pour se loger. L'inspecteur Saïd Akbar était sur place, propos recueillis par Ravish Personnel. Je suis à la haut. Oui. Je m'attrape seconde ça. Oui. C'est comme un trappe seconde descendre. De ce frère d'ailleurs, mais maman peut descendre. En même temps qu'on peut descendre l'escalier incliné avec moi. Tu es loqué, tu es l'escalier là. Oui, l'escalier. Mais là. Les escaliers là, maman incliné. Maman est tombée en place. L'escalier là avec moi. Les villes pour que trembler là. Les lettres sont tombées. Mais pas aucune blessure grave. Non, non, non. Après là, on reste accroché avec un Oui, oui. Non, non, elle est là, un pompier, une tienne. Mais pendant combien de temps on reste accroché là? Plusieurs minutes. Oui, jusqu'à minuit, oui. Ça est là qu'on peut penser. On peut penser à l'air. On reste accroché, c'est bon. Oui, oui, on t'a tient un gonçon, il est là, une femme. Et une trappe-moi. Fin tragique pour une jeune habitante de Vieux-Grand-Port dans la soirée d'hier. Akshana Bim, âgée de 19 ans, est morte après avoir subi de graves brûlures sur plusieurs parties de son corps. Son frère, Kunal Bim, âgé de 34 ans, raconte que sa sœur faisait un tri de ses vieux vêtements lorsqu'elle a mis le feu dans ceux qu'elle n'allait plus utiliser. Elle a été la proie des flammes. Au cri de la victime, plusieurs personnes sur place, dont le frère, ont tenté d'éteindre les flammes. Akshana Bim a ensuite été conduite à l'hôpital Victoria avant de rendre l'âme. La police a ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes de ce drame. Akshana est l'unique fille d'une fratrie de 3 enfants, voulait être enseignante de préscolaire, confie son frère Kunal. Qui fait ali tu peux briller ça ça fait là dit. Non qui parti sur les coins briller. Ça veut dire qu'on peut les couilles de ça non va que la rang disons. Quand on fait quand on pose les autres ce passage c'est le tout. Si vous matériel pour faire professeur. Il n'arrive. Il est accepté. Et il y a une rumeur dire comme ça qui l'in remet fait lui-même intentionnellement avec lui à cause d'un garçon. Non, pas quoi. Mais il y a un copain. Oui, oui. Et ils étaient en bonne relation. Comment c'est-il? Pas qu'à dire, on pas bien dialoguer.
Une conversation entre l'un des anciens responsables de l'Adsou Landing Steps et un habitant de D'Épinay intéresse l'ICAC. Vous le savez, une enquête est actuellement en cours pour corruption alléguée contre cette unité. Selon les premières indications, cette conversation incrimine l'officier en question. Le plaignant dans cette affaire en a fait état lors de sa déposition à la commission anticorruption. L'officier sera bientôt appelé à s'expliquer sur cette opération où une somme d'argent avait été retrouvée à D'Épinay, mais où seulement une partie a été restituée aux propriétaires. L'étau se resserre ainsi autour des responsables de cette unité de la brigade antidrogue chez Adjadou. Cette conversation a eu lieu dans le bureau de cette unité se trouvant au Codan Waterfront. Le plaignant soutient que l'officier est arrivé au bureau après l'opération. L'habitant de D'Épinay explique avoir informé l'officier de l'argent qui manquait, mais ce dernier n'aurait pas réagi. À ce jour, ils sont 9 anciens officiers de cette unité qui ont été entendus par les enquêteurs de la commission anticorruption. Parmi le sergent Enrico Armance et la constable Amrita Siram Alphonse qui ont été inculpés pour corruption. Hier, 4 officiers ont été entendus et aujourd'hui 3. Et l'interrogatoire des autres officiers se poursuivra demain au Réduit Triangle. Cette affaire a pour toile de fond une saisie d'argent. L'habitant de D'Épinay affirme que les policiers avaient saisi 625 000 roupies, mais on lui a restitué seulement 397 000 roupies. La corruption reste le plus grand obstacle dans le combat contre le trafic de drogue. C'est ce qu'a affirmé Ali Lazer lors d'une conférence de presse ce matin. Ce travailleur social qui lutte contre le trafic de drogue depuis plus de 40 ans commentait l'interpellation de plusieurs membres de l'Adsou par l'ICAC. C'était au centre Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. Des propos recueillis par Ravish Personneau. Suite 40 ans de cela, suite à la mort de mon tonton, mon capable de dire aujourd'hui, situation extrêmement grave. Extrêmement grave. Extrêmement grave parce que depuis le début de mon combat, mon Dieu, c'est le causé. Mon Dieu, le plus grand obstacle dans le combat contre le trafic de la drogue, le plus grand obstacle dans le combat contre le trafic de la drogue, mon redire, mon maintenir, c'est la corruption. Et nous trop beaucoup vendre conscience. Premier, c'est la corruption. Deuxième, c'est les protections occultes. Tout à l'heure, moi, pour gagner l'occasion, du coup, là, moi, le journal ce matin dans mon ami. Est-ce qu'il Ali Lazer, il exagéré quand il dit le plus grand obstacle dans le combat contre le trafic de la drogue, c'est la corruption. Ce journal-là, il peut montrer qu'il fait plusieurs officiers Adsou. Monsieur, madame, officier Adsou, il a arrêté. Concernant un cas dans D'Épinay. Quand il vient, il gagne somme l'argent, quand il finit, retourne l'argent là, diminue plus pour 50%. Moi, à l'époque, moi, tu fais référence à un cas. Parce que moi, tu n'as pas inside information. Adsou, dans FLAC, arrêtement sans fruit. Arrêtement sans fruit, la Adsou déclaré qu'il gagne 3 millions de roupies contre mon sans fruit. Alors, je fais un deal avec mon sans fruit, en fait, tu gagnes 5 millions. Tu gagnes 5 millions. Je fais un deal avec mon sans fruit, je dis comme ça, si nous mettons 5 millions, tu vas craser la zone plus beaucoup. Nous diminuons la somme, nous faisons 3 millions. Après, nous vous donnons l'esprit pour te saper là-dedans, dire que tu ramasses ça 3 millions là dans la poubelle. Et où là, Maurice, comme ça, nous tout mal dans le flac, nous fouillons tout dans tout poubelle qu'il y a, si il y a 3 millions dans la poubelle. Alors, voilà la corruption. Par ailleurs, Ali Lazer prévoit un rassemblement le 31 octobre prochain au jardin de la compagnie à 13h30, une action visant à rendre hommage à ceux morts d'une overdose ainsi qu'à leur famille. Pendant ce temps, la première réunion interministérielle du Drug Offenders Administrative Panel s'est tenue ce matin dans les locaux du bureau de l'Attorney General. Objectif, se pencher sur les recommandations du rapport, mais aussi venir de l'avant avec des mesures pour guérir les consommateurs de drogue plutôt que de les punir. Plusieurs modèles seront évoqués lors des prochaines réunions. Kunal Naik, directeur de plaidoyer chez Pils,
évoque la nécessité de faire la distinction entre un consommateur et un trafiquant, des propos recueillis par Christina Nélan. Donc déjà, nous avons un coup de fonctionnalité de Drug Offenders Administration Panel. Après, en premier lieu, nous avons un coup de qui nous a fait, est-ce qu'il y a une loi pour nous voir, est-ce qu'il y a une nouvelle loi pour être. Donc là, c'est une technical committee qui est set up et nous pourrons rejoindre dans les prochaines 3 semaines à un mois pour étudier même le modèle qui est là. Nous connaissons comment le modèle portugais qui est évoqué par le Premier ministre et dans les autres modèles aussi qui nous pourront un coup. Après, nous pourrons adapter dans le contexte Maurice, bien sûr. Et dans 3 semaines à un mois, nous pourrons rejoindre pour faire une première proposition comment nous parlons de l'avant avec ça. Première affaire qui me tient content, c'est que vraiment pas juste le gouvernement, mais la police aussi, l'enforce légale comprend la distinction qu'il y a entre un consommateur, un dealer et un trafiquant. Parce que depuis plusieurs années maintenant, une ONG nous peut dire qu'ils nous peuvent militer, nous peuvent faire un plaidoyer pour faire distinction parce que même si il y a une consommation problématique pour nous, mais un consommateur, je ne place pas en prison, mais je besoin gagner un traitement qui est adéquat pour eux. Donc pour moi, c'est ça le message. Nous devons vraiment comprendre ça, sa distinction entre consommateur et trafiquant là, pour qu'il y ait des gens qui peuvent besoin d'encadrement, je gagne ça encadrement qui peut besoin. Marlène Ladine de l'ONG Chrysalide s'est-elle attardée sur les aspects de la drogue qui affectent plus les femmes, selon elle. Alors, si un monsieur dit consommer, souvent, he is on his own. C'est-à-dire le problème tous, il dit pas trop gain tracas s'il y a madame, s'il y a des enfants, il y a tout ça. Tandis que quand une femme les consomme, c'est toute la famille qui est branlée, il y a des enfants et après quand il y a envie de réhabiliter, il y a envie de ressortir. Comment les faire? Quand ils sont sortis en prison, quand ils sont sortis d'un centre de réhabilitation, souvent ils retrouvent ce les enfants tout seuls. Et ils besoin trouver un travail, ils besoin trouver un logement, ils besoin trouver comment ils vont faire pour grandir ce les enfants. Et ça, c'est énorme, surtout dans la conjoncture actuelle à Maurice, qui est une femme besoin du même, comment dire, du même papa, du même maman. Et si les consommer, les ressortir, déjà les ressortir, fragilisés, et comment les faire face avec sa famille, sa responsabilité familiale et sa responsabilité de lui-même. Comment les faire pour vivre. La suite de ce journal après la pause. Ou bureau d'une base manger, une imprimerie, un contracteur, un salon coiffure ou n'importe qui affaire, de check-lo Nutizil. Nutizil, c'est au business directory pour anti-Maurice. Tout business, grand ou petit, capable de promouvoir ce ban service long Nutizil et en retour, nous booster au business et faire au gain beaucoup plus clients. Check nos website nutizil.mu, nos pages Facebook ou soit call nous le 5 250 16 12 5 250 16 12. En Nutizil, à nous relance business ban mauricien. Les passagers en quarantaine ne seront plus autorisés à assister aux funérailles de leurs proches, indique le docteur Zubair Joumaï face à la presse aujourd'hui. Dans 2 cas, les autorités ont accordé des autorisations sur une base humanitaire, un dimanche dernier et un autre aujourd'hui. Cependant, cette dérogation requiert une trop grande mobilisation du personnel médical, affirme le porte-parole du National Communication Committee, le docteur Zubair Joumaï. Maurice compte 4 nouveaux cas importés de la COVID-19, soit 425 au total. Donc, dans une personne qui finit venir, nous finissons 2 cas qui ont une base humanitaire, 2 cas que 2 personnes qui sont en détresse et qui nous finissent autorisés, qui sont en quarantaine pour aller assister de funérailles de une personne très proche. Une fait dimanche avec une condition sanitaire très stricte qui nous finit autorisé. Deuxième, nous finissons faire aujourd'hui une personne qui finit, dès son arrivée à Maurice, nous finissons faire un PCR à l'aéroport et ce PCR étant négatif, nous finissons autoriser
sous la surveillance du ministère de la Santé et tout le protocole qui Dr. Go pour expliquer comment nous finissons faire, nous finissons permettre de passer sur famille avant d'y aller en centre quarantaine. Donc, les 2 personnes en quarantaine, mais exceptionnellement, l'on a une base humanitaire, nous finissons autoriser ça. Nous tenir à dire aussi que c'est vraiment une base humanitaire et que le gouvernement, le ministère de la Santé autorise ça et qui, dorénavant, vu l'expérience qui nous fait gagner avec ces 2 cas-là, la mobilisation qui ça fait demander en termes de ressources, de personnel de la santé, en termes de contrôle sanitaire qui nous fait besoin exercer, le ministère de la Santé, dorénavant, pas pour entretenir les autres requêtes de la sorte, pour qu'ils sautent de quarantaine pour dans une funérailles ou dans les autres événements qui capables qui prennent une requête le base humanitaire parce qu'il y a une grosse pression sur le personnel de la santé, il y a une grosse mobilisation qui s'est demandée. 189 écoles préprimaires de l'île bénéficieront d'une tablette tactile, une information communiquée par la ministre de l'Éducation ce matin, un projet de la Early Childhood Care and Education Authority visant à intégrer la technologie dans le préscolaire. Les enseignants et éducateurs auront ainsi un outil utile pour assurer la pédagogie et l'éducation des plus petits, souligne la ministre Lila Davidukan-Lutchman. Elle procédait au lancement de ce projet à l'auditorium Octavier à Réduit. Au fait, nous devons bien comprendre que quand nous peut dire ça, c'est que les enseignants ont un outil pour eux être capables de gagner des ressources et être capables d'utiliser cette notion qu'ils ont là en classe. Mais c'est surtout pour la communication entre les enseignants, créer une plateforme pour les enseignants capables de gérer, on nous dit best practices, et que capables de communiquer entre eux et aussi avec l'autorité. C'est-à-dire, nous pouvons enhance communication entre les enseignants, entre les éducateurs, créer une plateforme pour eux être capables de communiquer et aussi permettre eux de communiquer plus, de façon plus efficiente avec le Early Childhood Authority. Passons à notre carnet de bord de la campagne présidentielle américaine, à 2 semaines à peine du scrutin, et alors que les 2 candidats s'apprêtent à s'affronter pour leur 2e et dernier débat, les sondages ont-ils déjà trouvé le nom du gagnant? Le site spécialiste des sondages, 538, donne Joe Biden en tête devant Donald Trump à plus de 10 points. Jean-Luc Émile est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Mélanie. Peut-on croire aux sondages dans ce contexte, Jean-Luc? Oui, les résultats des élections de 2016 avaient provoqué une onde de choc, une surprise totale. La veille de l'élection encore, la plupart des sondages nationaux donnaient Hillary Clinton en tête, avec parfois près de 4 points d'avance. Particularité du système électoral américain, même si Hillary Clinton a récolté près de 3 millions de voix de plus que Donald Trump, ce dernier avait raflé la majorité des grands électeurs grâce à la règle du winner takes all. Le vainqueur rafle toute la mise, qui s'applique dans 48 des 50 États. Le candidat en tête empoche ainsi l'intégralité des votes, les 2 autres incluant une dose de proportionnel. 4 ans plus tard, les sondeurs ont fait évoluer leurs pratiques et semblent plus sûrs de leur estimation. Selon le site spécialiste 538, Joe Biden a plus de 87% de chances de l'emporter face au président républicain. En 2016, ce même site estimait, par exemple, en fin de campagne, qu'Hillary Clinton avait 71,4% de chances de l'emporter. Un critère qui n'avait pas été pris en compte et qui s'avère aujourd'hui important, c'est le niveau d'éducation des sondés. Les sondages avaient interrogé trop de personnes diplômées de niveau supérieur, ce qui a favorisé Hillary Clinton dans les enquêtes, alors que les moins diplômés votaient plus Trump, surtout dans les États désindustrialisés. Mais cela a été corrigé aujourd'hui. Les sondeurs font en sorte d'avoir des échantillons représentatifs du point de vue du niveau de diplôme, une donnée extrêmement importante pour comprendre le comportement des individus. Vous pouvez me dire, est-ce qu'on peut se fier aux sondages nationaux dans un pays où le vote est aussi éparpillé, considérant qu'il y a 50 élections? C'est vrai qu'avec le mode de scrutin américain,
qui impliquent les sondages nationaux, les sondages doivent être pris avec prudence. On sait que la disproportion entre le vote populaire et le collège électoral existe et que celui-ci est favorable aux républicains, mais à moins de 3 semaines des élections, les sondages nationaux donnent Joe Biden gagnant de 10 points en moyenne. C'est beaucoup. Il est quasiment impossible d'être battu dans le collège électoral avec une telle avance en voix. Ce serait à prendre avec prudence si c'était 4 ou 5 points, comme c'était le cas pour Hillary Clinton en 2016. Cette année, les sondages nationaux sont très stables depuis le début de l'année et donnent une victoire du candidat démocrate Joe Biden. Cela veut vraiment dire qu'aucun événement n'a de prise sur l'opinion, ni le coronavirus, ni les conventions, ni la crise économique, ni même le dernier débat. Venons-en justement à ce dernier débat. Regardez ce visage. C'est Krystal Welker, journaliste de la chaîne NBC, qui animera aux petites heures du matin le deuxième et dernier duel entre Joe Biden et Donald Trump. Krystal Welker n'est pas affiliée politiquement aujourd'hui et n'a jamais fait de don à un parti politique, même si elle était enregistrée comme démocrate en 2012. La journaliste de 44 ans est déjà taxée de partialité pro-démocrate par le président et son entourage. Habituée des interviews politiques, la quadragénaire au ton posé et précis succède donc à Chris Wallace, débordé par les interruptions répétées de Donald Trump lors du premier débat le 29 septembre qui avait tourné au pugilat verbal entre les deux candidats. Saura-t-elle éviter la cacophonie du premier débat? Réponse dans quelques heures. Mais les micros des deux candidats à la présidentielle américaine seront coupés entre chaque intervention. Le camp du président américain a critiqué cette mesure. Voilà, pour ce soir, on se retrouve demain. Merci, bonsoir. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à vous. L'info en continu sur le www.defimedia.info.